Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir ce matin, ouais, ce midi même, pour ce webinaire sur la levée de fonds avec Startin Saclay. Donc, Paul va nous présenter Startin Saclay dans une petite dizaine de secondes, en quelques mots et rapidement. Puis après, je me présenterai également avec Sealegals et on enchaînera la thématique de ce matin sur la levée de fonds, comment financer sa startup, entre augmentation de capital et BSAR. Donc, on va balayer toutes ces questions. En attendant que tout le monde se connecte, parce que c'est généralement la tradition, on va attendre une trentaine de secondes que la plupart des participants nous rejoignent. Pour ceux qui connaissent pas encore Zoom, la manière dont ça fonctionne, vous avez une petite bulle de discussion où vous pouvez échanger avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez la bulle de discuter pour tout le monde. Voilà, par exemple, vous pouvez également poser toutes vos questions sur ce chat. Vous avez une autre bulle questions et réponses sur laquelle vous posez également vos questions. Mais bon, que ce soit le chat ou autre, on les balayera tous ensemble. Et puis, ben voilà, j'ai meublé quelques petits moments. Il y a beaucoup d'inscrits, donc on est très content avec Paul sur Starting Saclay et Legals et de voir l'intérêt que vous portez à cette thématique sur le financement, notamment proche de Noël. Donc on s'est dit, est-ce que il va y avoir un peu de monde parce que pendant ces périodes-là, on est peut-être occupé à faire des cadeaux ou autre. Ben non, en tout cas, tout le monde est assez sérieux sur cette période de Noël et on est très content de pouvoir vous parler de ces sujets qu'on connaît très bien de notre côté, et nous particulièrement à Legals. Mais je laisse d'abord Paul présenter Starting Saclay. Merci encore pour ce webinaire à faire ensemble. Merci Florent pour cette petite intro. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter cet événement un petit peu à deux voix entre Seed Legals et Starting Saclay. Donc moi, je suis responsable événement chez Starting Saclay et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait au sein de l'association au cas où vous arriveriez de la part de Seed Legal et que vous ne connaîtriez pas encore. Donc on est une des plus grandes assos entrepreneuriales de France, présent donc sur le plateau de Saclay, mais avec un rayonnement beaucoup plus large en Île-de-France et à Paris. On organise tout type d'événements, donc des masterclass, des workshops, des startup jams, des concours de pitch. On a organisé quelques voyages. On organise également des webinaires comme celui qu'on fait aujourd'hui, des business games, des after-work. Donc, je vous invite, si vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je le préviens, je le fais dès maintenant, à nous suivre sur Instagram, surtout sur LinkedIn où on est très actif pour ne rien rater des événements à venir parce qu'il y en aura beaucoup, comme on fait aujourd'hui. Parfois, ce sera en plus petit comité, parfois en distanciel, parfois en présentiel. Donc, pour vraiment être au courant, n'hésitez pas à nous suivre. Justement, je parlais des événements à venir bientôt. On va avoir un certain nombre de masterclass, donc celle qu'on est en train de faire actuellement sur le financement sans dilution avec les BSAR. Mais également, comme vous pouvez le voir, pas mal de masterclass, des startup jams qui sont des soirées très sympathiques où on réfléchit ensemble sur des thématiques de startup et où on est challengé par des personnes avec beaucoup d'expérience sur nos idées et sur la manière dont on veut développer notre startup, des hackathons et des pitch nights sur le thème de la santé. Voilà. Si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter par email sur contact@startingsaclay.fr comme vous pouvez le voir. Et voilà, surtout, je vous invite à bien nous suivre sur LinkedIn parce que c'est comme ça que vous serez au courant de tout ce qu'on fait. Après cette très courte présentation, je laisse la parole à Florent pour ce webinaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et ensuite, il y aura bien sûr un temps de questions-réponses sur la fin. Florence, je te laisse la main. Merci. Merci beaucoup, Paul, et merci encore à deux, hein, côté Starting Saclay, pour l'organisation de cet événement, de ce webinaire. Et on s'était dit, comme je le disais en introduction, voilà, qu'est-ce qui pourrait intéresser la plupart, que ce soit des étudiants côté Starting Saclay ou des entrepreneurs de notre côté Legals, ce financement sur la question qui est souvent posée, est-ce que je vais le faire sous une forme d'augmentation capital ou de BSAR? C'est là toute la question qu'on va se poser ce matin. Donc, on a préparé avec Legals une présentation qui durera environ une trentaine, quarantaine de minutes. On verra selon. Et n'hésitez pas à rendre ce webinaire et cette intervention interactive pour qu'on réponde à toutes vos questions. On se gardera un peu de temps, comme l'a dit Paul, à la fin pour revoir toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc, peut-être en deux mots aussi pour me présenter. Moi, je m'appelle Florent Artaud, je suis Country Manager France de Seed Legals. Seed Legals, c'est une plateforme SaaS qui permet de digitaliser
toutes les opérations sur le capital, notamment celles qui ont trait au financement, dont on va parler ce matin, que ce soit l'augmentation de capital ou le BSR, que ce soit également la gestion de l'actionnariat au travers des tables de capitalisation qui sont digitalisées et mises à jour en continu avec Seedlegals et la plateforme, et également tout ce qui est partage du capital pour intéresser les salariés au capital sous forme notamment de BSPCE ou des advisors sous forme de BSA qu'on qualifie d'advisor nous sur Seedlegals. On a d'ailleurs fait une étude sur 2022 avec le baromètre et l'édition de cette année qui ont donné des résultats assez intéressants sur les pratiques des startups en général sur cette partie partage du capital. Donc, on a organisé un événement là-dessus. On vous invite sur toutes les ressources que vous pourrez retrouver sur Seedlegals. Et donc, Seedlegals, en quelques chiffres, c'est plus de 150 salariés dans le monde, notamment en France, on est plus d'une dizaine de personnes. Et en Angleterre, où on s'est lancé, on a plus de 35 000 startups sur la plateforme, des dizaines de milliers aussi d'investisseurs qui l'ont utilisé pour financer des projets au travers des documents générés sur la plateforme Seedlegals. On a accompagné plus de 300 startups en France depuis notre lancement en 2020 et on est très content d'organiser ce type de webinar pour défricher un petit peu ces aspects complexes qui sont des aspects juridiques et techniques liés à un autre exercice qui est aussi très complexe, celui du financement de votre startup. Donc, pour adresser ce sujet, aujourd'hui, on vous a préparé une petite présentation, comme je le disais. Je pense que vous pouvez la voir maintenant. Donc, si je reviens un petit peu sur ces slides, ce sera fait en 3 points. Donc, déjà, la thématique pour recontextualiser, c'est financer votre startup à levée de fonds ou BSR. Quelle mécanique vous allez choisir. Mais d'abord, on parlera du premier point qui est, il existe plusieurs mécaniques de financement et on va les voir ensemble, pêle-mêle, mais on se concentrera principalement sur la partie dilutive, donc qui concerne l'augmentation de capital et le BSR. On verra ensuite les notions essentielles d'une levée de fonds, qui sera suivi du troisième point sur la différence entre le BSR et la levée de fonds sous forme d'augmentation de capital, qu'on peut qualifier de traditionnelle. Et enfin, vous avez quelques ressources qu'on vous partagera, évidemment, et qu'on a l'habitude de faire avec Seedlegals. Donc, si on commence et qu'on lance, si je peux dire, les hostilités. D'abord, un petit élément aussi de contexte pour vous dire, comme vous le savez très certainement, que 2021, c'était une année vraiment très faste en termes de financement. Beaucoup de fonds se tiraient la bourre en termes de concurrence. Donc, il y avait vraiment pas mal de fonds à investir. Il y avait beaucoup aussi de FOMO, comme on peut le qualifier. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Donc, c'était l'idée de se dire, si on n'investit pas dans une startup assez intéressante, on va peut-être manquer le coche. Et ce qui participait notamment, avec un contexte aussi macroéconomique assez différent de cette année, à être avec un environnement beaucoup plus en faveur côté entrepreneur pour lever des fonds. Et donc, aujourd'hui, on le sait, 2022, à la différence de 2021, ça a été une année plus compliqué parce qu'on a parlé de bear market, notamment avec l'inflation, avec le contexte macroéconomique qu'on connaît, et également ce FOMO côté investisseur a laissé place à plutôt des investisseurs qui sont concentrés sur leur portefeuille d'investissement. Donc, c'était vrai pour les fonds d'investissement, donc les investissements plus institutionnels, mais également côté business angels qui pouvaient être exposés sur des marchés, que ce soit des marchés de crypto-monnaie, que ce soit aussi des marchés cotés. On a vu des baisses de valorisation assez importantes sur 2022, contrairement à 2021, où il y avait des pics de valorisation de sociétés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis 2 images assez intéressantes qui permettent de synthétiser ce que je viens de dire sur la différence entre 2021 et 2022 en termes de contexte d'investissement. C'est d'un côté le langage du VC 2021 et le langage VC 2022. Vous voyez des différences assez importantes entre les deux, avec la place au maître mot qui était la croissance en 2021. Et donc, dès lors qu'on arrivait à démontrer des chiffres et de la croissance, on pouvait être assez intéressant pour être une opportunité d'investissement côté fonds d'investissement. Là où 2022, c'est plutôt la rentabilité qui laisse le pas à la croissance. Et donc, pour la seconde image, c'est Y Combinator qui a envoyé, donc vous connaissez peut-être Y Combinator, c'est le célèbre accélérateur américain qui a notamment accompagné, que ce soit Airbnb ou d'autres grands noms, et qui envoyait un message aux sociétés de son portefeuille pour leur dire il faut faire attention sur 2022 à augmenter votre runway. Le runway, c'est quoi ? C'est votre
c'est la durée de vie, entre guillemets, d'un point de vue trésorerie de votre société. Le renoué, c'est en gros vos besoins de fonds de roulement versus la trésorerie que vous avez en banque et combien de mois ça vous permet de tenir. Et donc, il est recommandé de l'augmenter plutôt à 24 mois, contrairement où généralement on a plus 12 à 18 mois. Donc, tout ça pour dire, ça c'est important à retenir parce que c'est lié forcément aux questions de financement. Mais les financements, si j'enchaîne directement là-dessus, il existe différentes mécaniques de financement. Et ces mécaniques de financement, comme vous le voyez ici, on peut les catégoriser en 3 différentes catégories. La première, c'est tout ce qui a trait au dilutif. Pourquoi dilutif? Comme vous le voyez sur ce petit icône, on voit qu'on va donner une part du capital en contrepartie de l'investissement qu'on va recevoir, que ce soit sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Et ça, c'est typiquement les aspects dont on va parler ce matin en détail, avec d'une part l'augmentation de capital, où la société va émettre des actions nouvelles qui vont être achetées par les investisseurs souscrites. Et en contrepartie de quoi, les investisseurs investissent dans la société, mettent de l'argent dans les caisses de la société et ils en retirent une part du capital, d'où l'aspect dilution. Le BSR, pareil, rentre dans cette famille parce que si ce n'est pas tout de suite qu'ils vont avoir des actions, ils les auront plus tard et on va le voir ensemble avec le BSR. Donc les investisseurs, eux, vont financer tout de suite la société et deviendront associés, actionnaires de la société plus tard. Mais il y aura toujours une question de dilution. La deuxième catégorie dont on peut parler, c'est quelque chose d'assez hybride qui se situe entre le non dilutif, à droite, dont on va parler aussi, que vous connaissez très bien, et le dilutif. Et là-dessus, on retrouve souvent 2 mécaniques qui sont d'une part le compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, c'est une dette que un associé, donc vous par exemple, en tant que fondateur, fondatrice, quand vous donnez de l'argent, vous mettez de l'argent sur le compte de la société, vous avez des dépenses occasionnées par l'activité de la société et que vous les payez avec votre carte personnelle, et ben, ça, c'est une dette que la société a envers vous, en votre qualité d'associé. Et donc, c'est un moyen aussi de pouvoir injecter des liquidités dans la société en attendant et sous réserve aussi que vous ayez ces fonds-là de votre côté d'un point de vue personnel. Et donc, la société devra vous rembourser à un moment donné, mais elle peut également, vous pouvez aussi décider plutôt que de vous rembourser ce compte courant d'associé, de le convertir également en capital, d'où la notion assez hybride entre la possibilité de pouvoir vous faire rembourser le compte courant d'associé, comme une dette, un prêt, tout simplement, ou alors de pouvoir le convertir en action. Et l'autre mécanique, donc de par l'obligation convertible, elle, c'est un peu dans la même logique, la possibilité de pouvoir bénéficier d'un investissement de la part d'un investisseur qui investirait sous ce format d'une obligation convertible et qui, en contrepartie, pourra soit rémunérer cette obligation convertible comme un prêt, avec des intérêts attachés à l'obligation convertible et qui pourront arriver à échéance, ou même avant l'arrivée à échéance, bénéficier d'un remboursement avec les intérêts compris, et le principal qui est le montant qui aura été investi, ou on parle de convertible. Pourquoi? Parce que pareil, cette obligation convertible pourra, selon les termes du contrat tel qu'il aura été écrit et rédigé, pourra être convertie, cette obligation, en action de la société. Et donc là, on voit qu'il y a une certaine similitude avec le BSAR parce que la mécanique de l'obligation convertible, c'est un investissement qui va être réalisé tout de suite, dans l'optique potentiellement d'être converti en action, comme le BSR. Mais la différence principale entre l'obligation convertible et le BSR, c'est que le BSR, lui, n'a pas vocation, en principe, à être remboursé à échéance. Il n'y a pas d'intérêt non plus, ce n'est pas une logique de prêt. D'où cette deuxième catégorie-là qui est un peu hybride entre, donc je le disais, le dilutif, augmentation de capital et BSR, et le non dilutif. Donc, où là, on retrouve quoi? Donc, cette troisième et dernière catégorie, quelque chose d'assez classique. Ce sont des prêts bancaires ou des prêts d'honneur auprès de différentes institutions, que ce soit des institutions bancaires, ou on peut également bénéficier de financement de la part d'organismes publics avec des subventions ou même de prêts, comme on le voit avec BPI France qui investit pour BPI France avec les différentes mécaniques et toutes les mécaniques qu'on peut voir ici. Mais bref, et ça, la partie non dilutive, la principale différence avec les deux autres, comme vous le voyez, c'est qu'il n'y a pas de capital en retour, en contrepartie. C'est soit une logique de prêt pure et simple, soit des subventions, et donc auquel cas, il n'y a même pas une question de remboursement à échéance comme après, c'est la pure subvention. Donc, vous pouvez bénéficier, par exemple, la bourse French Tech au départ.
Et évidemment, ça demande quelques conditions préalables, hein, notamment d'avoir des capitaux propres assez importants. Et donc là, on y revient un peu sur le point sur lequel je peux insister, c'est de se dire que ça n'est pas alternatif, toutes ces différentes mécaniques de financement. Elles ne sont pas uniquement soit je fais du dilutif, soit je fais du non-dilutif. Ça peut être complètement, et c'est généralement très souvent le cas, complémentaire. Donc, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, avoir un financement sous forme d'augmentation de capital, mettons, avec des investisseurs qui vont investir, je ne sais pas, 100 000 euros dans la société. Et ben derrière, potentiellement, vous allez faire ce qu'on appelle le fameux effet de levier et bénéficier d'un prêt, je ne sais pas, de 50 000 euros, par exemple, auprès de votre banque ou d'autres institutions qui pourraient être amenées à vous prêter de l'argent. C'est un exemple en termes de montant. Et ça peut être le cas aussi pour des montants plus importants. On le voit également assez légal pour des levées qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros, soit en BSR, soit en augmentation de capital. Et très souvent derrière, il y a du non-dilutif qui suit. Et pour cette partie, c'est du prêt bancaire et autres, et qui peut aller jusqu'à, une fois le montant de l'investissement investi en dilutif, c'est du 1 pour 1. Ça, c'est plutôt rare, surtout en ce moment. Là, on serait plutôt entre 0,5% non dilutif par rapport à ce qui aurait été investi en dilutif. Voilà un peu sur ces mécaniques-là. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans le petit chat, comme ça on les balaye tous ensemble. Mais tout ça pour dire, il y a des mécaniques de financement, il en existe 3 catégories comme on vient de le voir ensemble. Et aussi, et le principal intérêt, c'est de pouvoir bien évidemment vous poser la question de savoir, OK, mais pourquoi j'ai besoin d'argent et à quoi ça sert? Et dans l'optique du développement de votre société et de faire grandir votre projet. Donc, très souvent au départ, vous avez besoin d'une petite mise de départ. En moyenne, ce qu'on a observé, nous, sur Céligaz, avec l'ensemble des fondateurs qu'on a accompagnés depuis sur la plateforme, c'est qu'en général, c'est 30 000 euros, ou c'est pound aussi, parce qu'on a beaucoup de données anglaises, qui peut être investi lors d'un lancement du projet. Et ça, c'est par l'équipe fondatrice et par fondateur en général. Et donc, après, tout le monde n'a pas le même patrimoine, donc les mêmes facilités d'investissement dans son projet au départ et initialement. Et donc, on peut faire appel à du friends and family. C'est ce qu'on appelle le love money, nous, en France aussi souvent, c'est-à-dire des proches qui vont financer votre projet. Mais tout ça, pourquoi? Pour initier, et vous voyez, de la conception, au développement produit, à l'opérationnel, à la croissance et à l'expansion, et dans l'optique effectivement d'atteindre la rentabilité, comme je le disais. Ça, c'est très important, surtout aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce graphe récapitule un petit peu les différentes étapes de votre financement et du développement, surtout de votre projet. Donc, il en revient à se dire, OK, à quel moment vous vous situez, vous, pour quel besoin vous avez ce besoin de financement? Est-ce que c'est du besoin de recrutement, d'investissement en marketing, selon la maturité de votre projet? Tout d'abord, évidemment, il y a des aspects à balayer et tout ça, on les retrouve dans ces différents points et les questions à vous poser. Et ces principales questions à vous poser, c'est déjà quel livrable et comment mettre tout ça à plat. C'est très souvent ce qu'on retrouve dans votre pitch deck. Donc ça, c'est un exercice essentiel que vous êtes obligé de faire et de réaliser quand vous envisagez de lever des fonds. Donc, mettre à plat votre pitch deck, ne serait-ce que pour récapituler la problématique que vous adressez. On va voir un peu les différents points, les solutions que vous proposez, la différenciation, le marché, l'équipe, etc. Notamment avec un business plan, un prévisionnel. Ça aussi, c'est très important. Et le DR, c'est quoi? C'est la data room. Donc là où vous allez pouvoir également loger tous les documents éventuels, mais on va y revenir sur ce point. Ensuite, c'est quel type d'investisseur vous allez cibler. Ça aussi, c'est hyper important de vous dire quelle typologie d'investisseur je vais aller chercher selon la maturité du projet et donc du montant que vous voulez, que vous anticipez, que vous estimez en termes de besoin de financement. Pourquoi? Parce que, un exemple très simple, vous êtes au tout début de votre projet, vous venez de le lancer il y a 6 mois, vous avez déjà construit une sorte de prototype, vous l'avez à peine lancé sur le marché, donc on est pré-revenu, vous avez juste commencé à itérer en termes de tests auprès d'utilisateurs ou autres. Vous avez un modèle, par exemple, SaaS, et avec une logique de business model qui est avec des revenus qui devraient être récurrents, par exemple. Et donc là, vous vous dites, OK, on vient de le lancer à peine,
vous avez estimé votre besoin de financement. Normalement, ce besoin de financement, encore une fois, vous devez aussi l'estimer par rapport à ce qu'on a vu, les catégories de financement, donc entre le dilutif et le non dilutif. Mais mettons que vous envisagez 500 000 euros de financement au global. Donc, vous savez que vous pouvez aller chercher jusqu'à 300 000 euros en dilutif auprès d'investisseurs privés. Et c'est là où vous pouvez vous dire, OK, le reste, ce sera du non dilutif, il faudra compléter les 200 000 euros, ou peut-être que j'aurai suffisamment d'investisseurs privés pour la somme dont j'ai besoin, donc de ces 500 000 euros. Mais ces 500 000 euros-là, OK, comment aller trouver ces investisseurs et qui aller chercher? Est-ce que c'est des fonds d'investissement? Dites-vous bien que à ce stade-là, les fonds d'investissement, pour eux, vous serez trop jeunes. En principe, sauf exception, des fonds early stage, après, il y en a certains qui pourraient éventuellement être intéressés pour investir, mais très souvent, ils demandent quand même qu'il y ait un minimum de traction, un minimum de preuves comme quoi votre projet et la manière dont vous adressez le marché et avec la problématique que vous avez ciblée pour résoudre cette problématique-là, vous pouvez générer quelques éléments et en tout cas quelques preuves de traction et d'intérêt. Donc là-dessus, vous serez un peu trop jeune pour eux. Donc raison pour laquelle vous allez peut-être cibler d'abord des business angels et des business angels qui sont dans votre secteur ou autre. On a la chance, nous, aujourd'hui, d'avoir LinkedIn et vous pouvez clairement les cibler. Et après, comment les cibler, comment présenter tout ça, ça c'est un autre sujet, mais et nous, on va se concentrer sur la partie juridique. Mais typiquement, on retrouve clairement les ressources et les livrables dont je parlais, pitch deck, business plan, et tout ça déjà pour au moins essayer de susciter l'intérêt de ces investisseurs. Et donc, comment préparer ce roadshow? Ça, c'est hyper important de pouvoir anticiper tous ces éléments pour pouvoir être dans de bonnes conditions, et notamment pour être dans de bonnes conditions, il faut déjà anticiper la question du juridique pour savoir comment préparer votre levée de fonds. Est-ce que vous allez la faire sous forme de BSR ou sous forme d'augmentation de capital? C'est ce dont on va parler à l'instant. Mais d'abord, pour vous donner aussi une petite idée de comment est structurée une levée de fonds traditionnellement, avec quels documents et quel moment, de manière un peu plus précise. Là-dessus, très souvent, comme vous le voyez, la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est la partie roadshow. Et cette partie roadshow, c'est ce qu'on vient de se dire, c'est vous avez en amont préparé votre pitch deck avec votre prévisionnel, votre business plan. Tout ça est hyper clean, hyper bien fait. Et vous allez ensuite solliciter vos investisseurs. Et vous allez solliciter vos investisseurs. Généralement, ça dure entre 1 et 3 mois pour les projets qui sont les mieux préparés et un peu plus jusqu'à 6 mois pour tout comprendre avec l'investissement qui est réalisé. Mais justement, nous, l'idée côté Illégal, c'est d'accélérer tout ça. Permettre, que vous soyez mieux préparé en amont et deux, de vous permettre que dès lors que vous êtes avec des marques d'intérêt côté investisseur, que vous puissiez directement préparer la documentation contractuelle. Et cette documentation contractuelle, elle prend la forme soit dans le cadre des BSR, des documents de contrat de BSR avec les principaux termes dont on va parler, soit sous forme d'augmentation de capital, c'est une lettre d'intention. La lettre d'intention, la vocation, elle, à synthétiser les principales conditions de l'investissement, que ce soit la valorisation, que ce soit tout ce qui a trait à la partie économique, donc, y compris la valorisation, la cession des actions et d'autres, et toute la partie aussi qui a trait à la gouvernance. Est-ce qu'il y a un board? Est-ce qu'il y a un comité stratégique? Donc, qui est ce board qui va devoir prendre des décisions au préalable avant que le président ou les autres associés prennent des décisions stratégiques, par exemple sur le budget, par exemple sur la cession de la société et autres. Tout ça est prévu et régulé. Mais encore une fois, si vous êtes à un stade de maturité de votre projet qui est assez jeune, inutile de prévoir des usines à gaz, sachant que très souvent, vous allez faire entrer des investisseurs au départ sur la base de conditions dont vous allez parler, dont on va parler là, nous, à l'instant, et vous allez ensuite avoir d'autres investisseurs probablement qui viendront plus tard, parce que selon comment vous allez développer votre société, très certainement aujourd'hui, vous avez un besoin de financement, et demain, vous en aurez un nouveau pour pouvoir faire grandir et prendre des parts de marché plus importantes encore et faire grandir votre projet. Voilà. Et donc, si je reviens sur ce graphe que vous voyez là, vous avez cette partie de documentation contractuelle et ensuite, vous avez des documents juridiques liés à ce qu'on appelle le corporate. Donc, c'est la société qui va émettre les actions nouvelles ou les BSAR, etc. Et donc, tout ça, nous, sur Illégal, on vous digitalise tout le process jusqu'aux formalités. On vous accompagne et entre-temps, il y a le versement des fonds qui a lieu et on va voir comment.
si on passe après sur ces notions essentielles, évidemment, les notions essentielles à retenir, quand vous allez lever des fonds, vous les voyez listées ici, c'est celles que vous devez absolument retrouver dans votre pitch deck. Vous devez absolument balayer toutes ces questions, et c'est quoi comme questions? C'est des questions stratégiques et hyper standards qui sont, par exemple, le disruption factor, c'est quoi? C'est votre facteur de différenciation par rapport à la solution que vous apportez sur le marché. Vous avez ensuite tout ce qui est lié à l'équipe, parce que quand vous êtes à un stade de financement, notamment des sociétés assez early stage, donc entre le pré-seed et le seed, donc c'est des sociétés qui sont relativement jeunes, le risque le plus important, c'est lié à l'équipe. Et donc, par rapport à ça, notamment sur ces légales, on permet de pouvoir cadrer vos relations entre associés initiaux, que ce soit avec le pacte fondateur, mais après, si vous faites une levée de fonds, vous allez prévoir également le pacte d'associés à la suite de la lettre d'intention et tous les aspects liant vos relations entre associés. Vous avez ensuite un point qui est la partie product risk. Est-ce que c'est compliqué de pouvoir lancer le produit que vous envisagez de lancer, que ce soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue de marché, avec des barrières à l'entrée ou autre. Pareil, là, sur la partie marché, est-ce que le marché est suffisamment grand pour pouvoir être adressable, d'où la notion de market risk? Est-ce qu'il y a également des barrières à l'entrée sur ce marché-là, oui ou non? Le go-to-market que vous envisagez, c'est-à-dire comment vous allez adresser ce marché avec les personas que vous avez identifiés, donc les personnes que vous allez cibler, etc. Votre modèle économique, évidemment. Les unit economics, ça, c'est si vous avez déjà des KPI que vous suivez, et si oui, les mettre en avant s'ils sont suffisamment pertinents pour convaincre vos investisseurs. Parce que si vous êtes à un stade de hyper jeune, vous êtes pré-revenu, vous n'allez pas mettre en avant les revenus, étant donné qu'ils sont très relatifs et vous êtes codé au début. Donc, vous allez plutôt insister peut-être sur le nombre d'utilisateurs qui sont inscrits, etc. Donc, tous ces éléments, vous devez les avoir en tête, y compris sur la partie financière. Donc, consistency, financial consistency, ça, c'est surtout si vous avez déjà aussi des revenus qui sont réalisés, mais pas que sur le prévisionnel que vous avez, votre business plan. Ça aussi, ça en dit long sur, un, votre ambition, deux, sur la manière dont vous présentez les choses, quand bien même, au départ, on se dit, oui, mais bon, moi, je viens de lancer mon projet, ça sert à quoi de faire un BP? Si je change le moindre élément dans mon modèle économique, ça va changer complètement mon business plan. C'est vrai, tout à fait, mais c'est quand même essentiel de passer par cette case-là parce que ça permet de rassurer vos investisseurs et donner des éléments pour les convaincre. Quand même, ce n'est pas le seul élément qui va les convaincre, ce sera aussi vous, en termes d'équipe et de personnes, parce que c'est le principal élément, ce sont les principaux éléments, notamment au début, sur votre capacité, vous, à convaincre et à pouvoir aussi convaincre sur la partie exécution. Parce qu'avoir une belle idée, c'est bien, mais savoir l'exécuter, c'est mieux. Et enfin, Exit Route, c'est quoi? C'est de montrer aussi quels sont les moyens de pouvoir permettre à vos investisseurs de monétiser à terme leur investissement. Quand ils investissent dans votre projet, ce n'est pas de la philanthropie, hein, on est d'accord. Ils investissent pour avoir un retour sur investissement et généralement, c'est des multiples assez importants qu'ils envisagent de faire. Plus ils investissent tôt, plus ils prennent de risques, plus ils espèrent des multiples importants. À corréler bien sûr ça avec le risque, évidemment. Hein, et l'autre aspect fondamental que vous allez retrouver également, en tout cas la question que vous devez vous poser quand vous envisagez de lever des fonds, c'est OK, oui, mais c'est quoi la valorisation? Donc, comme vous le voyez là, capturé sur ce graphe, de manière très simple, c'est une valorisation qui va évoluer en fonction de la maturité de votre projet. Et cette maturité du projet, vous le voyez, on peut la décliner en différentes étapes, que ce soit le concept, le prototype, le lancement, la traction, puis les revenus. C'est juste des idées qui permettent de pouvoir décliner ces étapes et d'avoir un certain référentiel, mais c'est pas forcément... Ouais, on peut faire des revenus dès le départ et d'ailleurs bootstrapper, comme on l'entend, c'est ce qui permet juste en fait de faire face à sa croissance avec les revenus qu'on arrive à générer, ce qui est une très bonne chose. On reste indépendant sans faire appel à des fonds et des investisseurs pour pouvoir développer le projet, très bien. Mais là, typiquement, si on revient sur la valorisation, ça veut dire quoi? Comment on valorise une société? Eh ben, il y a des éléments de marché, des références comparables sur le marché. Encore une fois, selon la maturité de votre projet, où vous en êtes. Et ça, c'est des éléments qu'on transmet et des données qu'on a sur Seed Legals, mais encore une fois, c'est des éléments de référence. Ça ne veut pas dire que selon votre modèle, c'est forcément ça la valorisation de votre société. Non. D'ailleurs, ça, c'est une méthodologie qui est intéressante, la partie comparable. Mais encore une fois, ça dépend de votre modèle à vous
Est-ce que c'est un modèle SaaS, une marketplace, vous faites de la R&D avec un hardware et un software? Tout ça dépend et forcément influe votre valorisation potentielle. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est de vous dire, si vous avez je sais pas, un concurrent ou une société relativement similaire, un domaine que vous adressez qui a levé des fonds, potentiellement, vous pouvez avoir comme comparable et comme logique de regarder ce qu'ils ont fait et combien ils ont levé, sachant que généralement, la valorisation de la société, c'est pas si compliqué, surtout quand on est au début du projet. Pourquoi? Parce que généralement, on sait que le montant investi, en contrepartie, on va y céder, comme on se le disait, quand on est dans une logique d'augmentation capitale, on va donner une part du capital aux investisseurs. Et cette part du capital des investisseurs, c'est généralement entre 10 à 20%, ce qu'on observe en termes de données, mais ça, c'est pour des levées qui sont plutôt du pré-seed aussi, avec des montants qui peuvent aller de 100 000 euros à 1 million, par exemple, d'euros. Et donc, prenons l'exemple qu'on avait tout à l'heure, on a défini notre besoin de financement à 500 000 euros. Donc, si on a défini notre besoin à 500 000 euros, mettons qu'on va lever 300 000 euros en dilutif auprès d'investisseurs privés. Et on ne veut pas céder plus de 10% du capital de la société. Donc, pas plus de 10% du capital de la société en contrepartie des 300 000 euros investis par les investisseurs. Et bien là, tout simplement, avec cette règle de 3, on sait que la société va être valorisée combien? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez me dire là dans le chat combien serait valorisée la société si on reçoit 10 000 euros, 10 000 euros. On reçoit 300 000 euros d'investissement contre 10% du capital. Voilà, vous voyez. Alors, 3 millions, 63 millions, exactement. Voilà, j'ai arrêté le partage d'écran parce que je ne voyais pas le chat. Mais effectivement, on est bien sur 3 millions d'euros. Et donc là, hop, je vais revenir ici. On est bien sur 3 millions d'euros parce qu'en fait, tout simplement, si 10% de la société vaut 300 000 euros, 100% de la société vaut 3 millions d'euros. Mais là, on tombe sur la valorisation post-monnaie. Et donc, c'est quoi la valorisation post-monnaie? C'est la valorisation qui comprend les 300 000 euros qui ont été investis. Et donc, ce n'est pas forcément la valorisation de référence sur laquelle on se base souvent pour fixer le prix par action, sur la base duquel vont être souscrites les actions par les investisseurs, mais la valorisation post-monnaie, donc de 3 millions d'euros ici, si on enlève les 300 000 euros investis, on tombe sur 2,7 millions. Et donc 2,7 millions, c'est quoi? Ça, c'est la valorisation pré-monnaie. La valorisation post-monnaie, c'est égal à la valorisation pré-monnaie, 2,7 millions, plus le montant investi, en l'occurrence, là, 300 000 euros. 2,7 millions plus 300 000 euros, on tombe sur 3 millions. Et c'est bien cette valorisation pré-monnaie de 2,7 millions et post-monnaie de 3 millions si les investisseurs investissent 300 000 euros contre 10% du capital. Et c'est aussi simple que ça. Vous avez là valorisé votre société. La seule différence et la seule question qui vraiment peut se poser, c'est est-ce que ça fait sens que ma société soit valorisée à ce montant qui est défini de manière assez irrationnelle, c'est purement arithmétique, combien tu me donnes et combien je te donne en retour, qui va arrêter le montant de la valorisation globale de la société. Donc, ce n'est pas tellement basé sur vos chiffres, parce que vous êtes, par exemple, pas avec des revenus encore. Vous avez, vous, une société qui n'a même pas fini son premier exercice peut-être et qui n'est pas rentable du tout. Vous venez de le lancer, c'est normal. Et donc, si on se dit, oui, mais ça fait 6 mois que j'ai lancé le projet, je suis pré-revenu, 2,7 millions, c'est peut-être un peu beaucoup. On prend un autre exemple. Finalement, ce n'est pas 300 000 euros qui est investi, mais c'est 500 000 euros contre 10% du capital. Pareil, ça donne une valorisation post-monnaie de 5 millions, 4,5 millions pré-monnaie. Et là, on se dit, mais OK, mais ça risque de mettre le curseur assez haut parce que, comme on se le disait, vos investisseurs, eux, ils attendent à faire un multiple, c'est-à-dire que lors d'un prochain tour de financement, généralement, la valorisation doit augmenter. Et si on se dit, là, on veut 500 000 euros tout de suite, mais on ne veut pas donner plus de 10% du capital, donc valorisation de 4,5 millions. Et si, lors du prochain tour de financement que vous avez envisagé dans votre développement, vous envisagez de lever 1 million d'euros. Pareil, on reprend les données de marché. Généralement, pour 1 million d'euros investis, on se situe souvent entre 25 à 30% de dilution.
Les 10% à 20%, c'est plutôt du pré-seed, là où pour du seed à 1 million d'euros, on est généralement entre 25 à 30%. Mais mettons 25% du capital. Après, ça dépend, hein. C'est de la négo, ça peut être juste aussi 20%. Mais bref, prenons 25% du capital contre 1 million d'euros investis. Bah là, pareil, si on fait 1 million d'euros pour 25% du capital, on fait x4, ça fait 4 millions d'euros post-monnaie. On retire le montant investi d'1 million d'euros, ça fait 3 millions d'euros pré-monnaie. Et on voit, bah là, ça pose problème. Si au tout début du projet, on voulait 500 000 euros contre 10% du capital, on était à une valorisation pré-monnaie de 4,5 millions. Et si demain, on veut lever 1 million d'euros et qu'on se réfère un peu aux données de marché, on se dit, mais du coup, le capital et la valorisation de la société serait de 3 millions. Ce n'est pas possible. On ne peut pas commencer à 4,5 millions de valo pour ensuite tomber à 3 millions lors d'un prochain tour. Il y a un problème. Et donc, c'est là où, typiquement, le fait de fixer la valorisation sous forme d'augmentation de capital, si on ne veut pas être trop dilué en tant qu'équipe fondatrice, eh ben, la logique du BSR peut être utile. Et là, typiquement, le BSR, c'est quoi? Bah, ça vous permet justement de ne pas avoir à fixer votre valorisation, mais ça va vous permettre de l'encadrer, cette valorisation. Sachant que les montants, généralement, qui sont ceux recherchés de votre côté, en général, ils vous servent à vous financer pour un runway, vous vous souvenez, donc durée de vie en termes de trésorerie par rapport à vos besoins et vos dépenses, qui est généralement de 12 à 18 mois. Mais aujourd'hui, ça c'était plutôt en 2021 ce qui était recommandé. Aujourd'hui, on veut plutôt entre 18 et 24 mois, voire même un peu plus, avec les fonds que vous allez recevoir pour vous donner de la visibilité et du temps pour développer votre projet. Mais bref, que ce soit pour le BSR ou augmentation de capital, ça c'est pareil. Mais par contre, sur la fixation de la valorisation, là c'est différent. Vous avez vu la problématique que ça peut poser de fixer la valorisation tout de suite très haut. Ça peut vous bloquer lors du prochain tour parce que des investisseurs, ils ne voudront peut-être pas payer le prix que vous avez fixé, peut-être avec des investisseurs, d'autres investisseurs en pré-seed. Et donc là, pour le coup, ce que vous pouvez envisager de faire également, c'est ce fameux BSR. Donc l'avantage du BSR, il y a plusieurs avantages. Après, ce n'est pas une façon complètement orthodoxe de se dire, OK, il faut absolument faire du BSR, il faut absolument faire une augmentation de capital. Ça dépend. Il faut avoir en tête les avantages et les inconvénients d'un côté comme de l'autre en fonction des mécaniques. C'est ce qu'on vous aide à faire avec Seed Legals. Et donc, pour le BSR, typiquement, c'est quoi? Vous n'allez pas fixer la valorisation comme on se le disait et comme on se l'est dit pour l'augmentation de capital, mais vous allez l'encadrer. Et généralement, vous l'encadrez parce que le BSR, c'est quoi? Ça vous permet de pouvoir recevoir l'investissement tout de suite, mais vos investisseurs, eux, rentreront au capital, soit lors d'un prochain tour de financement. Et donc, la valorisation de référence sur laquelle se basera le BSR sera la valorisation lors du prochain tour. Par exemple, 1 million d'euros contre 25% du capital, avec la valorisation de 3 millions d'euros pré-monnaie. Et ben, ça, ce sera la valorisation de référence sur laquelle jouera le BSR. Et l'avantage qui est donné aux investisseurs qui ont investi sur le BSR, comme ils ont pris un risque plus important en ayant financé le projet de manière plus précoce, bah, par exemple, c'est ce taux de décote. Et ce taux de décote, il va s'appliquer sur la valorisation lors du prochain tour. Et donc, en l'occurrence, il est généralement de 10 à 20%. Et donc, cette décote-là s'appliquera à la valorisation pré-monnaie lors du prochain tour. Mettons que vous ayez une valorisation, donc on se le disait, de 3 millions d'euros. Et ben, si on a 10% de décote, l'investisseur BSR, lui, ne rentrera pas à une valorisation pré-monnaie de 3 millions, mais une valorisation pré-monnaie de 3 millions à laquelle on applique les 10% de décote, donc en l'occurrence 2,7 millions. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas où l'investisseur finance sous forme de BSR et rentre au capital lors du prochain tour. Mais s'il n'y a pas de prochain tour, si votre société, elle, vous développez, vous financez votre projet, mais il n'y a pas de prochain tour de financement, et ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrivée de la date butoir. Et donc, en l'occurrence, cette date butoir-là, c'est généralement une durée de 18 à 24 mois qui est choisie pour la durée du BSR. C'est-à-dire que si on ne fait pas une levée de fonds qui déclenche la conversion du BSR entre le moment où il y a eu l'investissement en BSR et l'arrivée de cette date butoir, à l'arrivée de cette date butoir, les investisseurs, eux, sont certains de pouvoir convertir leur BSR en actions. Et donc, à une valorisation qui est à déterminer. Et on vous aide là-dessus. Et l'autre aspect aussi à avoir en tête avec le BSR, comme je le disais, ça permet d'encadrer la valorisation. Pourquoi? Parce que souvent, il est aussi prévu un cap, c'est-à-dire une valorisation plafond. Une valorisation plafond, c'est-à-dire que lors du prochain tour de financement,
Mettons, on avait envisagé 1 million d'euros investis lors du seed qui convertira les BSAR qui auront été investis dans la société au préalable. Et ben, on peut fixer une valorisation plafond, c'est-à-dire que peu importe lors du prochain tour, si la valorisation s'envole, atteint 10 millions d'euros par exemple, ben, on met un plafond à 3 millions d'euros. C'est-à-dire que ce ne sera pas 10% appliqué à la valorisation qui s'est envolée de 10 millions, ce sera, là en l'occurrence, le plafond qui jouera, parce que plus avantageux, et ce qui permet de rassurer les investisseurs. Donc ça, c'est également un avantage côté investisseur. Ensuite, on a le floor, le plancher, plutôt pour vous empêcher une trop forte dilution lors du prochain tour de financement et éviter que vous donniez trop de capital également aux investisseurs BSAR. Et donc, le floor, généralement, c'est 2 fois moins important que le cap. Et donc, comment fixer le cap? Généralement, c'est par référence à ce qu'on projette lors du prochain tour en termes de valo, avec la règle de 3 dont on parlait. Et le floor, on essaie de le mettre relativement bas. Et donc, la décote L dont on parlait ici jouera entre le cap et le floor. Et si la valorisation lors du prochain tour est en dessous du floor, c'est le floor qui jouera. Si la valorisation lors du prochain tour est bien plus haute que le cap, c'est le cap qui jouera et non pas la décote. Voilà un peu les éléments à avoir en tête avec le BSR. Et donc, on récapitule un peu les différences et les similitudes entre le BSR et la levée de fonds classique. Et la valorisation, comme on se l'est dit, avec une levée de fonds classique, elle est fixée tout de suite. Les investisseurs, eux, vont rentrer au capital et vont avoir des actions. Là où avec le BSR, elle est encadrée, elle est différée, mais encadrée. Les investisseurs n'auront pas des actions tout de suite, ils ne seront pas actionnaires tout de suite, ils auront des BSA, donc les bons de souscription d'actions par accord d'investissement rapide. Et la dilution, elle, sera immédiate dans l'augmentation capitale, là où elle est également différée avec le BSR. Mais il y a toujours une dilution, c'est toujours un élément dilutif. Et évidemment, les fonds, eux, sont versés tout de suite, donc vous bénéficiez des fonds maintenant et tout de suite. Avec le BSR, l'avantage également, c'est que vous pouvez faire entrer vos investisseurs au fil de l'eau. Là où, avec l'augmentation de capital, généralement, on attend que tous les investisseurs puissent investir au même moment, à la même valo, et signer le même pacte d'associés, dans lequel on retrouvera tous les éléments dont on parlait, sur la gouvernance, sur la partie économique, avec la valorisation notamment. Alors que pour le BSR, en fait, on remet tout ça à plus tard. On remet tout ça plus tard parce qu'on veut de manière plus flexible. On se dit, là, on a des besoins de financement. On ne va pas faire rentrer nos investisseurs tout de suite. On va attendre lors du prochain tour pour fixer la valo et les faire rentrer à ce moment-là et bien cadrer tous ces éléments. Donc ça, c'est vraiment hyper avantageux côté entrepreneur. Après, côté investisseur, il faut se dire aussi, certains investisseurs, eux, veulent investir avec des logiques de défiscalisation. Ils veulent être au capital de la société tout de suite. Raison pour laquelle votre investissement peut s'orienter plutôt sur une augmentation de capital, selon les discussions avec vos investisseurs. Le dernier point aussi à avoir en tête entre les avantages, en tout cas les différences plutôt, et les similitudes entre les deux, c'est que pour une augmentation de capital, il faut ouvrir généralement un compte d'augmentation de capital, on peut qualifier de compte séquestre, sur lequel on va verser les fonds. Ce n'est pas le compte de la société, c'en est un différent. Là où pour le BSR, les fonds sont directement versés sur le compte de la société, et non pas sur ce compte d'augmentation de capital. Il n'y a pas non plus de formalité à réaliser auprès du greffe, par exemple, parce que l'augmentation de capital avec le BSR aura lieu, comme vous l'avez compris, plus tard, soit lors du prochain tour de financement, soit à l'arrivée de la date butoir. Là où les formalités pour augmenter son capital avec la levée de fonds dite classique, elles doivent avoir lieu à compter d'1 mois, à compter de l'augmentation de capital qui aura été réalisée et la levée de fonds. Voilà un peu pour les différences et similitudes. Et j'avais un petit exemple à vous montrer donc, également, et c'est ce qu'on me permet de faire sur Site Légal. Donc, sur Site Légal, comment ça fonctionne? Donc, vous voyez mon écran, là, je pense. Généralement, on se retrouve ici sur la société donc FrenchCo, qui est une société type sur la plateforme. Et donc, par exemple, on va se dire, on va faire, OK, on est ici, donc la table de capitalisation qui a été mise en place pour Site Légal. Vous voyez, hop, voilà, on a tout ça qui est mis à jour et automatiquement, donc les opérations qu'on envisage de faire, si on veut faire un contrat de BSR, par exemple celui-ci, de 100 000 euros, typiquement, on va paramétrer tous les termes clés, donc la décote, tous les éléments dont on a parlé là aujourd'hui. Et une fois qu'on a paramétré tout ça, on va permettre de pouvoir générer tous les documents juridiques, donc rapport du président, décision des associés, toute la partie documentation corporate par exemple, et également le contrat d'investissement rapide, le contrat de BSR. Donc tout ça est fait
sur la plateforme en quelques clics. Vous allez pouvoir le créer. Et donc, c'est l'avantage. Vous pourrez le partager à vos investisseurs et le générer ici, comme vous le voyez, directement. Et donc là, vous avez votre contrat BSR. Vous voyez ici les termes que vous avez choisis. Vous pouvez toujours modifier tant que ce n'est pas signé. Et dès que vous l'avez fait, hop, on peut cliquer, on peut le partager à nos investisseurs pour signature électronique directement et liée. Mais quand on se pose la question aussi sur mais c'est quoi les termes que je vais choisir, c'est là aussi l'avantage et ce qu'on va vous aider à faire avec Seedlegal, c'est de vous dire, bah, voyez, on vous met à disposition aussi ce petit simulateur, par exemple, où là, typiquement, on va dire, bah, moi, je veux un investissement, on disait, c'était 100 000 euros ici. Et comment je vais fixer mon cap, mon floor, ma décote? On voit ici, c'est une décote de 10%. On va enlever tous ces zéros après la virgule. Et c'est en vue d'un prochain tour, mettons, allez, à 1 million d'euros. Et donc, ce prochain tour à 1 million d'euros ici, hop, on va devoir fixer là la valorisation. Et donc là, tous ces paramètres, il faudra du coup les fixer. Mettons qu'on envisage ici avec une valorisation lors du prochain tour contre 1 million d'euros qui est à 4 millions d'euros, valorisation pré-monnaie. Ça veut dire que ici, vos investisseurs, ils auront 20% du capital contre le million d'euros investi. Donc, si vous fixez par exemple un cap à 3 millions, un floor à 1 million, ici, vous dites à l'arrivée de la date butoir, allez, mettons que ce sera entre les deux, ce sera 2 millions d'euros à la date butoir, et vous mettez une décote à 20%, et vous voyez ici, ça veut dire si lors du prochain tour, on a ce scénario qui se passe, là, ce sera le cap qui va jouer, parce que là, la décote ici, on est déjà, avec la valorisation pré-monnaie lors du prochain tour, on est bien au-dessus du cap, donc comme on se l'a dit tout à l'heure, donc ce sera le cap qui jouera. Et de toute façon, si ça avait été la décote, c'était 20% sur les 4 millions, on tombait sur 3 millions d'euros. Donc on sait que vos investisseurs BSR, eux, ils financeront votre projet sur la base d'un prix par action de 30 euros, avec le cap, 3 millions d'euros, et non pas 38,71. Et ça, c'est l'avantage que vous leur offrez. Et vous savez que là, la dilution, elle sera de 2,58 environ, 20% pour vos investisseurs en seed, et vous savez que vous avez une dilution globale pour vous, et de la somme des deux. Et tout ça, c'est ce qui vous permet d'anticiper comment et quelles conditions fixer avec votre BSR. Et bien sûr, on vous accompagne là-dessus. Et donc, je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées. Donc, on va les passer en revue ensemble. Peux-tu expliquer donc à nouveau le calcul, s'il te plaît? Alors, c'était le calcul pour, donc Thibaut nous demande, merci Thibaut pour ta question d'ailleurs, le calcul sur la valorisation. Je pense que le calcul sur la valorisation, la fixation de la valorisation, c'était pour les 3 millions d'euros, il me semble, mais tu nous dis si c'était ça. C'est que, tout simplement, si c'est 10% contre 300 000 euros, c'était l'exemple qu'on avait pris, et derrière, ça veut dire que 10% de ta société vaut 300 000 euros. Donc 100% de ta société, on a juste à faire x10 en fait. 10 fois 10%, c'est 100%. Donc, ce qui veut dire, si 10 fois 10% qui vaut 300 000 euros, on fait 10 fois 300 000 euros, on tombe sur 3 millions. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça, c'est la valorisation, par contre, post-monnaie, qui comprend les 300 000 euros investis. Et donc, si on soustrait les 300 000 euros investis aux 3 millions, on tombe sur 2,7 millions. Et ça, en fait, c'est juste une règle très simple de 3 que vous pouvez vous faire de tête pour définir la valorisation. Si vous avez d'un côté le montant qui serait investi et en contrepartie, vous savez le pourcentage que vous voulez donner, très rapidement, de tête, vous pouvez définir quelle serait la valorisation de votre société comme ça. Après, c'est à comparer. Effectivement, comme on se l'a dit, si vous avez des sociétés comparables qui ont levé des fonds, qui sont dans le même secteur d'activité en fonction de votre croissance, etc., qui étaient à un même niveau, qui ont levé des fonds, vous pouvez regarder, et si vous trouvez des informations, c'est toujours intéressant de savoir le marché, comment ça s'est passé, et combien effectivement des personnes ont pu lever des fonds, sur la base de quelle valeur, et vous refaites ce même exercice-là. Donc c'est aussi simple que ça. Après, pour le BSR, vous l'avez vu, on peut définir et encadrer cette valorisation. Et là, le calcul, on y applique soit le cap, comme on a vu, soit la décote, etc. Alors, il y avait d'autres questions. Avec une levée de fonds, vous avez uniquement un process plus long, mais vous recevez bien les fonds sur votre compte bancaire de la société. Alors, avec une levée de fonds plutôt classique, effectivement, donc c'est Michel qui nous pose cette question, on va définir pourquoi le process est plus long. Si on revient un peu avec la différence avec le BSR, tout simplement parce qu'on va également discuter de tous les termes qui vont se retrouver dans le pacte d'associés. Et donc,
ça commence d'abord avec la lettre d'intention. Donc là, on y retrouve la valorisation, comme je t'ai dit, on s'y retrouve, est-ce qu'il y a un board, comité stratégique là, pour la gouvernance, etc. Quelles sont les autres clauses qu'on va retrouver dans le pacte d'associés? Généralement, il y a un droit de préemption, il y a une clause de sortie forcée, il y a tout un tas d'autres clauses que vous allez balayer, mais d'abord, avant de les balayer, il faut que vous les connaissiez et vous compreniez un peu la mécanique. Ça, c'est ce qu'on vous permet également de faire avec la plateforme. Et donc, là-dessus, les fonds vont être investis. Encore une fois, l'autre aspect, comme vous l'avez compris, c'est que ça va être investi sur le compte d'augmentation de capital. Et ce n'est qu'une fois que tout est signé, tout est clean au moment du closing, que la banque, après avoir reçu tous les bulletins de souscription des investisseurs, etc., pourra transférer les fonds reçus sur le compte bancaire de la société. Là où, pour le BSR, vous pouvez très rapidement, investisseur par investisseur, si vous vous mettez d'accord sur la partie contractuelle qu'on a vue, vous faites les documents, tout de suite, l'investissement a lieu et est fait sur le compte de la société, non pas sur un compte d'augmentation de capital. Et après, encore une fois, là où ça peut prendre du temps, c'est peut-être sur une compréhension côté investisseur, peut-être qu'il n'y a pas l'habitude d'investir sous forme de BSR, donc vous devez faire preuve de pédagogie, d'expliquer comment ça fonctionne, etc. Et donc, nous, on vous donne tous les éléments, effectivement, pour ce faire. Autre question, pourrait-on avoir ce sheet BSS simulateur, s'il vous plaît? Ça, c'est tout l'objet, effectivement, de l'accompagnement avec Seedlegals. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, en discuter avec nos experts. Ils pourront vous le montrer et balayer toutes vos questions sur ça sans aucun souci. Je vous fais passer dans le chat, il y a un petit lien là qui vous permettra de pouvoir prendre des démos avec les membres de l'équipe. Et évidemment, ils pourront répondre à vos questions. Ça fait partie aussi du pack qu'on vend avec Seedlegals sur les BSR et l'accompagnement. Donc, dès lors qu'on va travailler ensemble, on va revoir tout ça, ces éléments, les conditions, vous pourrez utiliser le spreadsheet comme vous voulez, ce sera le vôtre. Pareil, vous pourrez voir sur la plateforme, quel est l'impact en termes de dilution, sur la table de capitalisation, si vous levez tant, etc. Donc, sans aucun souci, vous pouvez le prévoir. Ensuite, il y avait quoi comme question? Je suis preneur du sheet dédié pour faire des simulations. Ouais, aucun souci. Vraiment, n'hésitez pas. Prenez ce petit rendez-vous avec nos experts et vous allez en discuter parce qu'il vous permet de pouvoir effectivement anticiper la dilution lors du prochain tour et faire vos projections pour tout simplement vous dire, OK, si je fais un BSR, déjà de bien comprendre la logique et deux, d'anticiper sur combien vos investisseurs auraient lors du prochain tour, évidemment. Où trouver des comparables pour les startups? Alors ça, typiquement, souvent, vous savez, généralement, les startups qui sont dans votre secteur d'activité. Et donc là, vous pouvez, si vous avez le nom et que cette société a levé des fonds, généralement, il y a peut-être eu une communication qui a été faite, mais la communication, souvent aussi, elle donne un montant donné qui comprend, par exemple, le non dilutif, qui comprend tout un certain nombre d'éléments, mais qui ne sont pas vraiment l'investissement dilutif qu'ils ont pu avoir. Et donc, difficile de trouver, de se dire, OK, c'est la valorisation. Prenons un exemple, une société qui annonce sur, je sais pas, les Échos, qu'importe, on a levé 1 million d'euros, on est très content, etc. Vous pouvez être sûr que ce n'est pas 1 million d'euros, généralement, ce qu'ils ont levé effectivement auprès d'investisseurs privés. C'est plutôt, allez, disons, 700 000 euros. Et donc là, vous savez que vous, avec la règle de 3 et pour avoir participé au webinaire, que s'ils ont donné entre 20 et 25% du capital, vous retombez sur la valorisation donnée. Et où trouver ça? Il y a Papers, par exemple, qui est un outil vraiment hyper bien fait pour retrouver toutes les décisions juridiques qui ont été publiées, notamment sous forme d'augmentation de capital. On va devoir, comme on se le disait sur la partie formalité, passer par le greffe pour publier les décisions qui ont été prises d'augmentation de capital et vous retrouvez tous ces éléments et ces données. Sinon, vous avez également Crunchbase, il y a PitchBook, mais PitchBook, je crois que c'est payant et c'est un peu cher, mais sinon, Crunchbase, il y a Dealroom aussi. Et ça, ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez trouver des informations plutôt en termes de comparables là-dessus. Ensuite, dans les notions essentielles d'une levée de fonds, vous parliez de l'unité économique. À quoi cela correspond? Donc, tout ce qui est unit economics, en fait, c'est tout ce qu'on appelle les KPIs. Donc, tous les KPIs aussi, c'est les éléments vraiment que vous allez traquer. Donc, c'est les principaux critères de suivi de votre entreprise. Et donc, surtout à un moment où vous êtes relativement jeune, c'est vraiment ces éléments sur lesquels se concentrer. Après, sinon, sur les
la partie unit economics, vous avez surtout sur la partie revenus, il y a le fameux CAC, il y a tout un tas de données que vous devez suivre par rapport à vous, votre modèle, mais selon aussi le modèle que vous suivez, et qui vous est essentiel de suivre. Et donc, c'est ça, ce à quoi on fait référence sur la partie Unit Economics, c'est vraiment ces données financières, enfin, données économiques plutôt, importantes à avoir en tête quand vous allez lever des fonds. Et c'est là où aussi vous challengeront vos investisseurs si vous arrivez à un moment à discuter sur tout ça. Merci pour le webinaire. Accompagnez-vous sur la modification statutaire pacte d'associés pour redéfinir la structure de l'actionnariat, action de préférence, classe d'actions. Effectivement, on accompagne sur tous ces sujets sans aucun souci, que ce soit une session auprès d'associés externes ou autres, ou pour faire entrer un late founder. On a toute une gamme pour vous accompagner sur Seed Legals avec la plateforme que je vous ai montrée rapidement. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous, hein. Vous avez le petit lien Meet pour pouvoir échanger avec mes équipes. Et donc, vraiment, on est là pour ça. Et j'espère en tout cas que ce webinaire vous a été utile. Effectivement, pour la team, il y a PitchBook dont je parlais. Et c'est tous ces éléments. Le lien mentionné parfois pour Papers, ouais, effectivement. Papers, franchement, c'est top pour retrouver tous les documents et les éléments sur des sociétés. Et on l'utilise aussi pas mal chez Seed Legals. Mais voilà pour tout ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas, Paul, si tu as des questions également pour moi ou même Alexandre. Mais en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. J'espère que ça vous a été utile, que vous en sortez avec plus d'éléments. Merci beaucoup aussi. Prenez tous soin de vous. Passez de très belles fêtes de fin d'année si on ne se voit pas d'ici là. Et puis, bon courage à tous pour vos projets. Paul, tu as un petit mot de la fin aussi? Simplement te remercier de vive voix. C'était absolument passionnant et je pense que tout le monde aura appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, pour toutes les personnes qui sont encore là, et bien, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, et puis on se revoit vite à la rentrée. Ouais. Merci Profitez Florent. bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.